Depuis maintenant de nombreuses années, les mangas ne cessent de gagner en popularité, à tel point qu'à travers eux, la culture nippone est capable de s'exporter et de toucher beaucoup de gens dans le monde, y compris en France. Alors que chez nous les mangas semblaient être en déclin au début des années 2010, en chutant à 11,75 millions d'exemplaires vendus en 2014, ils ont depuis repris du poil de la bête. Les ventes ont effectivement presque doublé en 6 ans pour atteindre 22,3 millions en 2020, un record absolu en France. Mais tous les mangas ne sont pas populaires auprès du public et tous les mangas ne présentent pas des caractéristiques que les gens perçoivent comme japonaises. Vous pouvez faire le test. Mettez entre les mains d'un profane total, anonyme et choisi au hasard une planche dessinée par Jiro Taniguchi, par Kiriko Nananan, par Gu Tanabe, par Koteri, par Haruisa Nakata, par Kan Takahama, voire même par Tetsuya Toyoda ou encore par Minetaro Mochizuki. Il y a de fortes chances pour que votre cobaye n'identifie pas cette œuvre comme faisant partie des merdes infâmes et avec 3 mots de vocabulaire, parce que les mangas c'est quand même ça, c'est 1, une violence incroyable, et 2, 3 mots de vocabulaire, c'est ça c'est quand même les dialogues. Ce ne sont pas des mots. C'est les dialogues ça. Oui mais c'est pour vous dire, c'est ça les mangas. C'est votre version, oui je vous écoute. Ah mais j'en ai, je sais parce que je me bats avec mes enfants pour qu'ils n'en lisent pas. Dans ce contexte, il serait donc intéressant de chercher à savoir en quoi le manga est japonais, c'est-à-dire quels aspects du manga le distinguent des autres types de bandes dessinées. On va alors essayer de réfléchir à cette question en se penchant sur 3 aspects. Premièrement, l'industrie, c'est-à-dire le Japon en tant que site initial de production des mangas, ainsi que le modèle commercial qui combine les magazines en tant que créateur du marché et les éditions ultérieures de livres en tant que générateur de profit. Puis on parlera de médialité, qui va de la matérialité du format magazine aux interrelations culturelles et esthétiques qu'elle soutient. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Alors que nous associons habituellement le terme média à la communication, écriture, images, radio, télévision, film, etc., l'approche décrite par le terme médialité déplace l'attention vers les moyens de médiation, c'est-à-dire des moments dans lesquels la médiation se produit ou dans lesquels les effets de la médiation deviennent visibles. Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. Pour le dire plus simplement, la médialité renvoie à une réalité perçue et influencée par les médias auxquels on est exposé. Et enfin, troisièmement, on réfléchira à la représentation, avec notamment le fameux langage visuel japonais, dont je vous ai d'ailleurs déjà longuement parlé dans une vidéo dédiée, et qui est un système de symboles utilisé par les mangaka. Au Japon, le mot manga repose sur un large éventail sémantique depuis le 19e siècle, lorsque des livres d'illustration ont vu le jour sous ce nom, comme le fameux Hokusai manga, qui est une collection d'esquisses de divers sujets réalisés par l'artiste Hokusai. Les sujets comprennent des paysages, la flore et la faune, la vie quotidienne et même le surnaturel. Plus tard, le mot a été employé pour désigner des caricatures et des bandes dessinées dans les journaux, puis des dessins animés à la télévision, c'est-à-dire avant que le terme animé ne s'impose dans les années 70. Cependant, au cours de la période suivant la Deuxième Guerre mondiale, le manga en est venu à signifier principalement des BD divertissantes, dont la représentation et les pratiques de consommation
consommation sont ancrés dans la sérialisation des magazines. C'est d'ailleurs ce qu'évoque aujourd'hui le mot japonais manga, alors que les livres au format poche, les tankobon, qui rassemblent et réimpriment les mangas publiés dans les magazines, circulent principalement sous le nom de komikusu, japonisation du mot anglais comics. Les critiques et les fans reconnaissent l'importance des magazines de manga pour la culture et la circulation du contenu manga au Japon, mais ils accordent moins d'attention au format des komikusu. Ironiquement, les komikusu sont de fait le format le plus courant de consommation de manga dans une grande partie du monde aujourd'hui. Créé dans les conditions spécifiques du Japon d'après-guerre, le format de publication du magazine distingue le manga des autres types de bandes dessinées. Le fait même que des tentatives de transplantation de ce format sur d'autres marchés aient échoué peut attester de sa particularité ou de son caractère japonais, de sa japonité. La Corée, par exemple, s'était rapprochée du manga japonais jusqu'à ce que la crise financière de 1997 affecte son industrie de la publication, au point que la plupart des magazines de manhwa ont été abandonnés et que les efforts se sont tournés vers les BD en ligne, les désormais fameux webtoons. Ainsi, la première chose qui rend le manga culturellement distinctif n'est pas un style d'illustration ou une substance représentative, mais un format de publication spécifique, ainsi que le modèle commercial correspondant. Les volumes tankobon, qui comptent environ 200 pages, ont rendu le contenu des magazines manga peu onéreux commercialement viable. Mais depuis 2005, l'édition de livres, initialement subsidiaire, est devenue primordial, générant environ 2/3 des ventes annuelles de tous les mangas imprimés, et les grands magazines de manga ont désormais l'œil, dès le début de la rédaction d'une série, sur le mélange des médias. En raison du vieillissement rapide de la société japonaise, le principal groupe ciblé par les magazines, les adolescents, se réduit, et ceux-ci préfèrent les téléphones et les jeux vidéo aux supports imprimés, aussi visuels soient-ils. En conséquence, l'apogée commerciale du secteur, illustré par le magazine Shonen Jump, et ses 6,53 millions d'exemplaires par semaine en 1995, est entré dans le domaine de la nostalgie. En 2015, le Shonen Jump avait un tirage hebdomadaire de moins de 2,4 millions d'exemplaires. De plus, grâce à la large diffusion des magazines de manga, une part importante de la population japonaise est initiée au manga, mais cette situation a changé en raison des bouleversements dans l'utilisation des médias par la numérisation. Ces changements ont pris de l'ampleur lorsque les papeteries du nord-est du pays sont devenues inopérantes après la catastrophe de mars 2011, le tsunami et la fusion de la centrale de Fukushima Daiichi. Même si les contenus manga classiques reformatés pour les téléphones, tablettes ou jeux vidéo constituent le point d'entrée des jeunes consommateurs, le manga, au sens de récit graphique imprimé et monochrome, devient un support du passé. Cette transformation se manifeste par une nouvelle indifférence à l'égard de la spécificité du médium. Au Japon, les fans et les critiques distinguaient, depuis les années 70, les BD imprimés des séries télé animées, notamment en raison de la prédominance du format magazine. Mais en dehors du Japon, où la large réception des deux médias s'est établie des décennies plus tard, le mot manga a le plus souvent été utilisé de manière non spécifique au support, à savoir en référence à toute une série de phénomènes allant des communautés de fans et de leurs activités, au design des personnages, au style d'illustration et aux conventions narratives. En France, c'est une évidence et une amalgame qui encore aujourd'hui a la peau dure. Pour beaucoup, le terme manga renvoie aussi bien aux livres qu'aux animés. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! L'une des propriétés majeures du manga est la mise en réseau,
qui découle de la médiation du magazine entre les personnages et les lecteurs, les mangaka et les lecteurs, mais aussi les lecteurs entre eux. Quand les magazines spécialisés ont été créés à partir des années 50, il fallait remplir leurs pages et maintenir l'intérêt des consommateurs. Cet objectif a été atteint non seulement par des récits sérialisés prolongés, mais aussi par des éléments paratextuels qui ne réapparaissent généralement pas dans l'édition ultérieure du livre. Par exemple, de courts commentaires du mangaka adressés directement au lecteur, ou des annonces des éditeurs dans les marges des pages du magazine. En outre, les cartes postales d'enquête et les pages spéciales réservées aux lettres et aux dessins des fans contribuaient à impliquer les lecteurs dans des communautés quasi virtuelles. Quand on y réfléchit, on peut se dire que le format magazine semble avoir anticipé ce qui s'est pleinement matérialisé par l'avènement d'Internet, qui s'est avéré à son tour vital pour la diffusion mondiale du manga. En d'autres termes, le fait que la mondialisation du manga ait pris de l'ampleur vers les années 2000, parallèlement à la montée en puissance d'Internet, ne peut être imputé uniquement au désintérêt historique des grandes maisons d'édition japonaises pour les marchés étrangers. Le support manga lui-même, avec son potentiel de participation et de construction de communautés, a correspondu à la phase de transition entre la culture de l'imprimé et le paysage médiatique de la société de l'information. Constituant l'épine dorsale de l'industrie du manga de la fin des années 50 au début des années 2000, le format de publication du magazine a également donné naissance à une autre des caractéristiques les plus marquantes du manga, les cibles éditoriales sexuées. Si les séries destinées aux hommes ne sont pas nécessairement lues uniquement par des hommes, les mises en page et le dessin aux traits d'allure féminine sont moins susceptibles de franchir les frontières du goût sexué. À cet égard, il y a une propension des politiciens et des fonctionnaires à privilégier les mangaka masculins qui emploient un style génériquement masculin. Par exemple, en 2015, Tokyo Bozai, le dossier de préparation aux catastrophes compilé par le gouvernement métropolitain de Tokyo, qui décrit les mesures à prendre en cas de tremblement de terre ou d'autres catastrophes majeures à Tokyo et dans ses environs, a demandé à Kaiji Kawaguchi de créer le supplément manga de 14 pages. Cet auteur, connu pour ses récits guerriers, policiers ou politiques, peut être découvert chez nous au travers de titres tels que Season Life, Zipang ou encore Spirit of the Sun. On pourra aussi parler de l'ancien Premier ministre, Taro Aso, qui fait la promotion du Cool Japan depuis le début des années 2000 et qui est connu pour favoriser Takao Saito et sa série d'action Golgo 13. Ce Cool Japan, c'est la stratégie de marque globale du Japon visant à diffuser l'attractivité du Japon en tant que culture unique dans le monde entier. Si les œuvres telles que celles de Takao Saito sont principalement appréciées par les salariés âgés, la communauté des fans en ligne a tendance à leur attribuer un style désuet, vieillot ou tout simplement de gekiga, branche de la BD japonaise très marquée par le temps. Deux différences entre les mangas hors du Japon et au Japon sont toutefois à noter. Tout d'abord, la distinction générique entre les sexes est moins possible à l'étranger. De nombreux lecteurs non japonais qui ne connaissent pas les mangas considèrent toujours ce média comme enfantin et dans le cas des shoujo comme perpétuant même des rôles sexuels conservateurs. Deuxièmement, le manga est apprécié à l'intérieur et à l'extérieur du Japon comme un réservoir apparemment inépuisable de récits. Cela découle à nouveau du format magazine. L'espace disponible permet non seulement des séquences d'action dynamiques et rapides, mais aussi la poursuite prolongée d'états affectifs et de changements émotionnels, ainsi qu'une narration plus visuelle que verbale. Les mangaka et leurs éditeurs ont mis au point des techniques sophistiquées concernant la mise en page, guidant le regard du lecteur à travers les pages et les doubles pages. Le mode de publication en série des magazines a donné lieu à une interaction entre la page et la case, ainsi qu'à une prise de conscience esthétique de la double page. Ces récits graphiques imprimés ont le potentiel de déstabiliser le lecteur, qui doit sans cesse décider s'il doit privilégier le case par case ou la page entière, voire la double page.
Au-delà du format de publication proprement dit et de son modèle économique, les magazines spécialisés ont façonné l'identité locale et mondiale du manga en tant que média hautement codifié ainsi que participatif et adapté, voire anticipant l'ère du numérique. Dans les années 80, les critiques européens s'accordaient à dire que les mangas étaient culturellement trop particuliers et donc trop exclusifs pour que les Européens puissent en profiter. 30 ans plus tard, le manga est devenu, selon le linguiste cognitif Neil Cohn, l'un des styles de représentation les plus reconnaissables. Cette caractéristique est généralement attribuée à Osamu Tezuka, le pionnier des récits graphiques dans le Japon d'après-guerre, qui définissait son style de dessin comme hiéroglyphique, comme un outil pour raconter des histoires. L'adoption de ces hiéroglyphes s'est avérée socialement enrichissante pour les jeunes du monde entier, car elle leur permet d'entrer dans une communauté et d'acquérir une identité sociale en tant que membre de celle-ci. Ainsi, de nombreux non-japonais sont devenus des lettrés du manga. Ils savent ce qu'est ce que l'on appelle un chibi, c'est-à-dire une créature de petite taille. Ça peut être une manifestation différente du même personnage, relatant par exemple une image intérieure de soi et pas seulement une voix intérieure. Les lecteurs de manga sont capables de traiter d'abondants modificateurs et de décoder des pictogrammes ou morphèmes visuels comme des bulles sans mots ne contenant que 3 points, signe de mutisme, des veines cruciformes, signe de colère, et des saignements de nez, signe de luxure, et bien d'autres. Par exemple, cette culture du manga a été l'un des facteurs qui ont stimulé la popularité d'une série dont le protagoniste n'a pas les fameux yeux disproportionnés manga-esques, à savoir Isobe Isobe Monogatari de Ryo Nakama, série publiée dans le Weekly Shonen Jump et dans les magazines connexes au début des années 2010. Le protagoniste a un visage qui rappelle celui des acteurs de kabuki représentés dans les gravures sur bois ukiyo-e, et à ce titre, il peut paraître très japonais à ceux qui sont familiers de cette forme d'art visuel traditionnel. Mais pour les consommateurs de manga, il a donc fallu s'habituer à son apparence. Ce qui fait que la série semble japonaise dans un sens spécifique au manga n'est pas nécessairement l'aspect des personnages. Du côté industriel et médiatique, c'est le site de publication, le magazine phare du manga et son engagement récent dans le développement de franchises médiatiques à succès mondial. Isobe a trouvé son succès au travers des médias, de la publication en série dans un magazine, à l'édition d'un livre relié, en passant par une version animée sur internet et même une version scénique, sans oublier les productions connexes des fans, principalement en ligne via les réseaux sociaux. Du point de vue de la représentation, on a là l'utilisation d'abondants modificateurs, dont le saignement de nez lors de la lecture de livres érotiques, de la mise en page variable, ainsi que d'éléments verbaux tels que des dialogues humoristiques. Se déroulant à Edo au début du 19e siècle, la série met en scène un paresseux qui vit avec sa mère, bien qu'il soit en âge de se marier. Devant elle, il fait semblant d'être dévoué à la voie du samouraï, mais en réalité, il ressemble davantage à un hikikomori contemporain, c'est-à-dire un jeune homme reclus qui se retire de la vie sociale. Ainsi, le succès de la série suggère que la clé d'un manga populaire réside moins dans une apparence japonaise que dans des références culturelles accessibles et désormais mondialement partagées. Ce qu'offre Isobe n'est ni un réalisme historique, ni une approche sérieuse des questions sociales contemporaines, mais une parodie de nostalgie culturelle d'une époque révolue et, pour les lecteurs masculins, l'occasion de rire de l'ikikomori qui sommeille en eux. Parmi les traits visibles de l'identification de la japonité dans les mangas, il y a la représentation visuelle de l'ethnicité. Isobe, par exemple, a l'air japonais, avec ses petits yeux, sa coiffure et son habillement. Le fait qu'il jouisse d'une grande popularité auprès des consommateurs japonais et non japonais peut être lié au fait que certains critiques ont un désir
orientaliste, mais cela va également dans une autre direction. La spécification ethnique des visages dans les mangas varie selon la cible éditoriale. Alors que les shoujo montrent un penchant particulièrement fort pour l'occidentalisation, les seinen et les gekiga présentent occasionnellement des visages japonais ou asiatiques, mais ils manifestent également une tendance à universaliser leurs personnages. À la fin des années 80, lorsque le manga a commencé à attirer l'attention des critiques, sa japonité ne les intéressait pas beaucoup. Leur champ de bataille se limitait à la sphère publique nationale et ils ne connaissaient de toute façon pas grand-chose aux bandes dessinées non japonaises. Aujourd'hui, le manga a tendance à être identifié comme japonais par des acteurs complètement différents, malgré le rôle clé des échanges interculturels et les récents flux transculturels qui ont déjà donné naissance à un nombre important de productions non japonaise. On pourra penser par exemple au fameux Manfra, le manga français. Il va sans dire que les caractéristiques distinctives du manga en tant que bande dessinée sont toujours influencés par des discours, et ces discours suggèrent que le manga peut représenter le Japon, mais il peut le dépasser en même temps. Le manga est suffisamment local pour être reconnaissable en tant que marque qui rejoint les tentatives du Cool Japan, et il est suffisamment global pour apparaître comme une variante d'affects locaux et d'expériences médiatiques partagée à l'échelle mondiale. En ce qui concerne la réception critique des mangas, en particulier en dehors du Japon, on ne peut que continuer à espérer que le manga soit massivement reconnu en tant que forme d'art à part entière, pertinente et légitime, et pas seulement en tant que représentation de la japonité, ni en tant que simple importation d'un produit commercial nippon sans âme et sans valeur intrinsèquement artistique.